C'est parti, aujourd'hui je vous raconte l'adieu à Titi. Extrait des contes de Mogador, écrit par Jocacon, aux éditions Ruby. Aujourd'hui, je vais vous lire un chapitre que nous allons déguster ensemble pour tout ce qu'il contient de beau. L'adieu à Titi. Cette amulette que je porte autour de mon cou, comme un bijou, mais que je cache, ma grand-mère me l'a confectionnée avant mon départ pour la France. D'aucuns disent que ce petit carré de tissu de 2 cm de côté n'est rempli que de gros sel. Je n'en crois rien. Il y a aussi certainement des herbes rares dont ma grand-mère avait le secret. Vous avez compris qu'on parle de ce petit herz que nous donnaient nos grands-mères pour nous protéger du mauvais œil. Elle était destinée à me protéger du froid et du mauvais œil, tout comme ces pois chiches dont elle m'a bourré les poches, destinés quant à eux à l'acuité visuelle. Savait-elle que les maquisards grecs séjournaient de longues semaines dans les montagnes, avec, accroché à leur ceinture, un sac plein de ces pois qu'ils trempaient simplement dans l'eau salée? Plutôt la pensée instinctive que l'esprit de l'amulette, à lui seul, ne pouvait faire son office sans être épaulé par la matière. « Va, me dit-elle, après une étreinte pudique, tu es paré. Zama, ta faute, tu es paré de mes bénédictions. Et ne pleure plus. Est-ce que je pleure, moi? Oui, mamie, dis-je, mais pourquoi on part et toi tu restes? Je n'avais pas fini de penser à ce petit proverbe qui dit qu'on a donné des ailes aux mouches pour les épuiser à voler d'un endroit à l'autre, que déjà je sentais la main de ma mère agripper mon bras pour me hisser sur le marchepied du car. Nous voilà tous installés dans un autre monde. Moi, la tête collée à la vitre, qui larmoyait de ma peine, rêvant au personnage que je quittais. Ce qu'on ne me prendra pas, que je pourrai à loisir aller chercher dans les venelles de ma mémoire. Dans les venelles de la mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se défaire de ces images. À commencer par Titi, à qui je n'ai même pas pu faire mes adieux. J'appelais Titi en bas de sa fenêtre quand Stella apparaissait à sa place. Une stratégie de sa mère, cherchant à placer d'abord la plus âgée. Alors accablé par l'imminence de notre arrachement, l'âme en peine, je bredouillais à Stella un message pour sa sœur, et pour ne point la chagriner, m'attardais en bas de la maison,
l'entretenant de choses et d'autres. Et peut-être que Titi, derrière ces murs, pleure en silence, se soumettant ainsi à la règle de solidarité ancestrale du groupe, étouffant son amour pour moi. Et peut-être que sa mère la console, que son père assis ne dit mot, soucieux du temps, universel qu'il est, va trop vite pour ses filles. L'odeur qui baigne la maison, le thym guérisseur, la verveine consolatrice, et cette atmosphère sonore qui enveloppe la famille, cette pellicule particulière à chaque être, gage de son éternité. Titi fréquentait l'école de l'Alliance, tout comme moi, dans des bâtiments séparés par le bureau et la maison du directeur. Une armée de hussards gris cette fois-ci, formée en Turquie, nous transmettait les savoirs laïques. Je la voyais rejoindre la cantine à midi, et je rêvais d'être pauvre pour l'accompagner. Je voulais partager ces grosses tranches de pain blanc souple comme un accordéon, coupées d'avance, posées à l'entrée, cadeau de ces dames du Joint American, pour venir en aide aux habitants du Mela. Titi a eu le temps de m'apprendre le tricotin. Dans cet espace de temps si court, où nous marchions ensemble à la sortie de l'école, elle continuant tout droit pour rejoindre son ghetto, et moi tournant à gauche pour longer la mer jusqu'au consulat d'Angleterre, qui était devenu notre maison. Chaque saison a amené son jouet. Après le tricotin, c'était le sifflet dans des noyaux d'abricots, sur lesquels on avait auparavant pratiqué des trous. Je jouais le petit homme, son protecteur, la voyant incapable de faire sortir un son du noyau. Puis la saison des castagnettes, qu'on fabriquait à partir de petits bois, et qui consistait en 2 rectangles de 10 cm de long sur 2 de large, qu'on plaçait pour le premier entre l'index et le majeur, pour le second entre le majeur et l'annulaire. Il s'agissait ensuite de faire vibrer la main pour essayer de faire sortir des percussions harmonieuses et en cascade comme les gitanes qui accompagnaient la kermesse pour attirer le joueur à la grande roulette. Lorsque le chanceux gagnait une peluche ou une poêle à frire, on entendait hurler le forain. « Il a gagné! Il a gagné !» C'est à ce moment-là que revenait sur scène la gitane, qui faisait tournoyer les jupons de sa robe, tout en faisant vibrer ses castagnettes. Après ça, elle s'en retournait dans la coulisse jusqu'au prochain gagnant. Titi exprimait son bonheur d'aller à l'école,
ne se départissant jamais de son sourire volontaire, qui attendait que je parvienne à sa hauteur pour parcourir ce tout petit bout de chemin qui nous séparait si vite. Je voulais être pauvre aussi, pour me pelotonner dans son quartier, un foyer qui parlait cette langue profonde. Et plus tard, j'aurais étendu mon bras gauche afin qu'elle y posât sa tête sur ma paume, pendant que de ma main droite, je l'aurais enlacée. Appliquant le principe de ma grand-mère, selon lequel il fallait éviter d'évoquer les défauts. Le grand âge en toutes circonstances des personnes pour ne point faire de peine ou telle particularité rappelant un souvenir douloureux. J'eus l'impression que j'avais fait oublier à Stella que je venais dire au revoir à sa sœur. Je l'entretenais de choses et d'autres, m'enquérant de la santé de chacun, du moins le premier cercle familial. Comment va ta mère? Comment va ton père? Comment va ton cousin David? Comment va ton frère Jonathan? Qu'est-ce que quitter un pays, sinon quitter sa langue, son esprit, empire infini. Ici, on s'interrompt sans arrêt, mais on se comprend quand même, l'interlocuteur n'ayant jamais le temps de terminer sa phrase. Et la vie s'organise dans le brouhaha. Le verbe est au début de la phrase, point n'est besoin de la terminer. On est bien loin d'autres langues qui le placent à la fin, et ainsi l'interlocuteur attend sagement pour répondre. Comme avant un jeûne, je m'imprégnais goulûment des personnages de cet univers clos, où la population a l'air de subir l'histoire, ânant, suant sous des fardeaux, patient dans la lenteur de cette dernière, mais jamais avare de bons mots comme pour refuser la fatalité, répétant « tout ira bien ». Ne nous concentrons plus que ne nous concentrons plus sur ce que nous avons perdu. Les fêtes mettent. À commencer par le vendeur de tripes au cumin. Sa marmite posée sur une chaise. Il bénéficiait d'un coin devant un magasin contre un petit pourcentage. Il fait l'éloge de la recette de son épouse Simi. Sa vie, dit-il. Hayati, ma vie. Souhaitant prendre tout le mal. Nabibes Marati. Oh là là. Une phrase qui pèse des tonnes aujourd'hui. Souhaitant prendre tout le mal, on ne sait jamais qui aurait l'intention de l'atteindre. C'est que c'est tendre le ghetto. Le millah, on y a choisi l'amour contre l'adversité. L'adversité au-delà de la porte que le pacha du millah ferme le soir.
Il s'appelle Douido, le marchand de tripes. Et il est en pyjama. Comme toutes les natures tenaces, il n'a aucun sens du ridicule. Vous me direz, le pyjama, c'est le costume national du Mllah, celui des grands jours, debout à côté de sa marmite, dont il soulève le couvercle. Il décrit la recette de sa femme, va jusqu'à l'appeler pour rassurer le chaland. Simi est à la fenêtre, comme tout le Mllah. Le spectacle est dans la rue. Il lève la tête et il lui demande de descendre, tout en la complimentant. Nzilna bibask, tbarakallah ala douk les din. Simi, Simi, lalla, sultana, ma sultane. Viens, viens, marche, agit, sarah hadaya, et que je me réjouisse de ta démarche. Simi est une belle femme. Elle a de bonnes joues, lisses, parfumées à l'eau de Cologne, que Douido aime à pétrir et pincer. Il adore. Les grands tapes aussi. Les grands tapes aussi sont une marque d'affection dans le quartier. C'était tactile, c'était affectif. Montre-leur tes jolies mains, ma chérie, celles-là même avec lesquelles tu as cuisiné les tripes. Elle aide son mari à vendre sa marmite. Elle le relaie pendant qu'il repose sa voix. Elle fait ce qu'elle peut. Elle bouge ses mains et met en avant ses pompons. Une solidarité de mise. Alors Douido saute sur ses joues, qu'il mord aussitôt avec gourmandise. Elle s'esclaffe et lui dit « Ah, Douido, toi tu es un homme !» Ici, c'est Yakout, précieuse en français. Elle habite avec ses 3 sœurs dans l'arrière-boutique de 7 mètres carrés, spécialisée dans le piment piquant. Yakout dit Na'bibask à tout le monde. À ce stade, il faut expliquer ce qu'est cette locution verbale. Elle signifie à une personne qu'on chérit que je prenne ton mal. Pour que toi tu n'aies pas mal, je me souhaite d'avoir mal à ta place. Les clients font par voie de conséquence partie des êtres qu'on chérit. Quand ce sont des clients vraiment détestables, on le dit quand même. L'être s'efface, s'opère alors un glissement. Et c'est à l'argent qu'on s'adresse. Suivant le ton, la subtilité est de reconnaître à qui de la personne divisée il est destiné. Le nez bibesque, sans arrêt repris, tourne dans un cercle. Lorsque la dynamique s'arrête sur quelqu'un, on n'ose pas parler d'injustice. On invoque l'ignorance de la cause.
pourquoi cette personne n'a pas mérité un nabibesque. On ne cherche pas. À Mogador, on ne cherche pas. Le nabibesque agit comme un vaccin. Tout le monde est immunisé, jusqu'à la maladie qui apparaît alors comme une punition, qui, par déterminisme, attendait le contrevenant. Le menteur, qui n'était pas sincère en disant « nabibesque », se retrouvait avec le bes sur lui. Donc, à cette époque, les gens avaient tellement de foi, de émouna, qu'il suffisait quelquefois d'émettre une bénédiction ou une malédiction pour qu'on la voie immédiatement se produire. C'est arrivé souvent dans le Maroc naïf. La chaîne fonctionne toute la journée avec de fortes pointes durant les fêtes. La nuit, elle se repose pour reprendre dès le lever du jour avec « As-tu bien dormi, nabibesque ?» Et c'est reparti. En face de Précieuse, c'est le débit d'eau de vie de Jacob. Au bar est accoudé Hanania. Il hurle « Remplis bien le verre, ne me triche pas. عمر لي مزيان داك الكاس عندك تغشني. » Personnage exceptionnel. Évidemment que Jacob allait remplir à ras-bord, comme d'habitude. Hanania hurlait seulement pour s'entendre vivre. Hanania hurlait pour s'entendre vivre. Vérifier qu'il a survécu aux bactéries dans ce péripathos clos, boueux en hiver. Nulle assurance pour garantir son seul capital, sa santé. Simon, le porteur d'eau, le greb, Simon, le porteur d'eau, est là devant le bar. Il attend le client qui lui fera monter un petit tonneau à la maison. Et un peu plus loin, c'est le four à Dafina, la centrale énergétique du Mellah. C'est de là que les flux sont distribués le samedi sous forme de marmites contenant des aliments à haute valeur énergétique. Au-dessus du four, une dame à sa fenêtre se désole. Elle interpelle son mari. Il s'appelle Meyer. Baba, elle l'appelle, Baba. Elles appellent toutes leur mari Baba. Diminutif affectueux. Babao, crie-t-elle. Pourquoi Babao? Pour fermer le A final ouvert. Pour fermer le A final ouvert, revendicatif. C'est-à-dire Baba, c'est j'exige. Babao, ce n'est pas revendicatif. Quelle leçon de délicatesse. Et pour se conformer à la géographie du Mellah, qui comprime la langue, ce qui correspond mieux au statut de demi-portion dont chacun a l'idée qu'il se fait de lui-même. Aou!
répond Baba. Pourquoi Aou et non pas A? Pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer plus haut. Qu'est-ce que tu veux? Où as-tu mis la marmite de viande au cumin? Fein عملتي طاجين الدوارة بالكمون. Tu m'as laissé affamé, خليتيني بالجوع. Mais je l'ai mis sous le lit, voyons, comme d'habitude. Sous le lit. C'était le réfrigérateur du Mellah. Dans le brouhaha de la rue, une voix aiguë, féminine, se détache, c'est la couturière. Visiblement, sa cliente lui demande de raccourcir sa robe. « Ça suffit, dit-elle sur un ton autoritaire. Si je continue, tu vas sortir toute nue. Pas question. » Une scène de ménage à l'étage. La femme. Pour tes cadeaux fantômes, je n'ai jamais rien vu depuis que je me suis mariée avec toi. على دوك الكادوات ديالك العوجين ما عمرني مريت نهار غزال ملي جوجت معاك. Ah, fait le mari, demain je t'emmène chez le juge pour ta Dafina, pour ta potée dégoûtante. D'où l'intérêt pour le juge et pour la paix des ménages de connaître la recette idéale de la Dafina. Il conseillait souvent de mettre une date ou deux à la place du sucre, de ne pas trop la mouiller et surtout ne pas oublier une tête d'ail en chemise. Les juges les plus consciencieux allaient jusqu'à la goûter quand le mari en gardait un peu pour preuve. La Dafina, c'est la ponctuation du temps. Et la grande affaire de la semaine. Les femmes aussi menaçaient leur mari de l'amener chez le juge, cette fois-ci pour les jeux de cartes. Et ce dernier de prévenir le mari que, oh, ça n'était pas Pourim toute l'année. Pourim est une fête pendant laquelle tous les joueurs de cartes invoquent que la tradition les oblige particulièrement à jouer ce soir-là. Et ce dernier de prévenir le mari, le juge qui prévenait le mari que ce n'était pas Pourim toute l'année, d'où l'expression Pourim wahed fil am, quand ils voulaient justifier leur grosse perte. Et plus cet univers était borné, et plus il se rapprochait de l'infini. Je viens de vous finir l'adieu à Titi. C'est un condensé d'amour judéo-marocain qui risque de s'effacer dans les mémoires de si peu de juifs marocains qui les détiennent. Elles sont détenues par quelques-uns. Il faut boire leurs paroles et boire les paroles de Jokakon, c'est accéder à ce savoir sur lequel nous avons refusé de nous pencher quand il s'est agi de faire un choix et que nous avons choisi de partir à Mogador, de quitter Mogador pour rejoindre Strasbourg.
Jokakon nous raconte tout le ressenti de quelqu'un qui s'en va, qui sait ce qu'il laisse et qui ne sait absolument pas ce qu'il va retrouver. Et c'est un sentiment qui a été partagé par tous les Juifs du Maroc. Et c'est le moment de nous les remémorer et de les faire écouter à tous les enfants qui ne savent pas à quel point la philosophie de vie marocaine était fondée sur les principes de la Torah. À la prochaine, les amours.